Je suis PLO Lumumba depuis le Paradise Gardens dans le comté de Kiambu, en République du Kenya. Nous continuons nos entretiens sur le continent africain. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur un pays qui possède une riche histoire. Les historiens l'ont un temps appelé Abyssinie, mais il est plus connu dans le monde sous le nom d'Éthiopie. L'un des plus grands mérites de ce pays est de ne jamais avoir été colonisé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais eu de tentative de colonisation. Il y en a eu. Après la conférence de Berlin, en 1884 et 1885, une puissance européenne a tout fait pour coloniser l'Éthiopie. Il s'agit de l'Italie. Notons que l'Éthiopie s'est acquis une réputation dans le monde en parvenant à battre les Italiens à la bataille d'Adowa, parfois appelée bataille d'Adoua. Cette bataille ne dura que 2 jours et fut remportée par le roi Ménélik II, ou si vous préférez l'empereur Ménélik II, descendant de Ménélik I, qui se disait lui-même descendant du roi Salomon, qui était juif ou d'origine juive. Ce qui est intéressant, c'est que si l'Éthiopie était aussi bien organisée, c'est parce qu'elle était un vieil empire. Afin d'apprécier leur prouesse militaire de l'époque, il est également important de considérer qu'en termes de technologie et dans les autres domaines qui définissent une civilisation, les Éthiopiens avaient un bon niveau. Traditionnellement, l'Église orthodoxe éthiopienne était elle aussi bien organisée. Les Éthiopiens avaient leur écriture, le Ge'ez, un alphabet complet aussi sophistiqué que n'importe quel autre, et une armée organisée de manière aussi sophistiquée que n'importe quelle autre. Les Italiens ont sous-estimé les Éthiopiens. Quand ils ont attaqué, ils ont été repoussés au cours de ce que l'histoire a nommé la bataille d'Adowa ou d'Adoua. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme emblématique de la prouesse militaire qu'un pays du continent africain a su accomplir en vainquant une puissance européenne avancée. Mais après la bataille d'Adowa, après avoir été défaits, les Italiens n'ont pas déclaré forfait. Ils ne se sont pas laissés oublier. Ils se souvenaient de leur défaite. Et en 1935, les Italiens sont revenus, alors que le régime fasciste de Benito Mussolini était en place. Les Italiens ont attaqué de nouveau l'Éthiopie en 1935. Pendant 5 ans, l'Éthiopie a été occupée, mais elle n'a jamais été colonisée. Son empereur Rastafari, connu sous le nom de Haïlé Sélassié, a été en exil au Royaume-Uni avant d'être restauré en tant qu'empereur d'Éthiopie. Je pense qu'il est important de considérer que toute cette entreprise, ce combat qui s'est tenu en Éthiopie et l'occupation italienne se caractérisent par plusieurs éléments. Tout d'abord, les Italiens ont essayé d'imposer leur culture à l'Éthiopie. Et de fait, si vous voyagez aujourd'hui en Éthiopie, vous remarquerez certains vestiges de cette interaction entre l'Éthiopie et l'Italie. L'un des grands marchés d'Addis Abeba s'appelle le Mercato. Il tire son nom du mot qui signifie marché en italien. On constate aussi quelques vestiges de la présence italienne dans différentes parties de l'Éthiopie.
Mais la réalité est en fait qu'il s'agit d'une situation dans laquelle une tentative de colonisation en est restée à la phase d'occupation. Il est cependant important de noter, bien que nous parlions aujourd'hui de l'Éthiopie, que dans le voisinage de celle-ci, les Italiens ont eu plus de succès en occupant l'Érythrée. L'Érythrée est devenue pour quelque temps une colonie italienne, sans que cela affecte l'Éthiopie voisine. Ceci nous amène à une question qui, à mon avis, mérite d'être posée. Qu'est-ce qui a permis aux Éthiopiens de s'organiser de manière à avoir été capables de résister aux Italiens avec autant de succès? Revenons à la bataille d'Adoua, parfois aussi appelée bataille d'Adowa. Si les Éthiopiens ont réussi, c'est grâce à leur mode d'organisation. Leur organisation était de telle nature que le pouvoir était centralisé entre les mains d'un empereur, se présentant fondamentalement comme un chef féodal, entouré d'une armée organisée de façon très sophistiquée. Si bien que lorsque les Italiens sont arrivés, ils se sont trouvés face à une force qui n'était pas organisée de la manière typique, propre à de nombreuses sociétés africaines, qui ne disposaient pas d'une armée à plein temps, mais faisaient appel aux combattants en cas de nécessité. L'empereur, lui, disposait d'une force combattante élaborée. L'empereur avait eu des contacts avec le reste du monde et avait fait l'acquisition d'armes, lui assurant une position de force. Certains commentateurs historiques, sympathisants de l'Italie, ont suggéré que les Éthiopiens étaient supérieurs en nombre. C'est pourquoi ils l'ont emporté. Mais cet argument n'a aucune valeur. Les exemples d'armées disposant de forces supérieures, mais qui ont été défaites, sont nombreux. En réalité, en ce qui regarde les passes d'armes entre les Italiens et les Éthiopiens, durant la fameuse bataille d'Adoua, on peut dire que c'est la supériorité militaire des Éthiopiens qui leur a permis de l'emporter. Naturellement, il faut aussi considérer par ailleurs qu'il s'agissait d'un fier empire, fort d'une riche histoire, riche sur le plan culturel, riche sur le plan militaire, riche de bien des points de vue. Il suffit d'aller voir les églises rupestres très élaborées de Lalibela pour se convaincre du raffinement des Éthiopiens. Ceci nous amène à ce que l'on peut définir comme une soif de vengeance, et qui s'est manifestée quelques années plus tard, en 1935, et finalement par l'occupation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Italiens ont mordu la poussière, qu'ils ont été battus, et qu'ils sont rentrés chez eux vaincus. Et malgré une brève occupation, l'Éthiopie est revenue et a réussi à continuer à porter fièrement l'étendard historique des seuls 2 territoires du continent africain à ne pas avoir été colonisés, avec le Libéria. Je pense que c'est ce qui a défini l'Éthiopie moderne. Aussi divisée soit-elle, c'est un empire remarquable. Quand je dis divisé, il faut avoir à l'esprit qu'il y a près de 80 ethnies différentes en Éthiopie. Nous parlons uniquement des principales, comme les Oromo, les Amara, les Tigrés et bien sûr les Somalis. Mais il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont parvenues à s'organiser autour du fait qu'elles possèdent une civilisation élaborée. Une autre chose importante, prouvant que l'interaction entre l'Éthiopie et l'Italie a été éphémère, est que la langue italienne n'a jamais pris racine en Éthiopie.
ce qui montre que la colonisation a échoué. Pendant cette période, l'amharique est resté la langue dominante et l'alphabet éthiopien, le ge'ez, est resté tel qu'il était. Nous savons aussi qu'en ce qui concerne l'organisation du temps, les Éthiopiens ont conservé le calendrier julien, plutôt que de passer au calendrier grégorien, comme cela aurait été le cas si les Italiens avaient réussi à coloniser ce pays que nous admirons tant et qui s'appelle l'Éthiopie. En parlant de l'interaction entre les Italiens et les Éthiopiens, dans le contexte historique, il est aussi important de s'interroger sur la signification de ces événements dans le processus de décolonisation en général, notamment s'agissant des pays du voisinage, ou situés plus loin et conquis par les Italiens. Je pense à la Somalie et Mogadiscio. Je pense aussi à la Libye dans le Maghreb. Le message qui a été lancé à tous ces peuples est que l'Afrique a le devoir de combattre la colonisation italienne. C'est très important de ce point de vue. C'est très important parce que pendant ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les Italiens se sont rangés aux côtés des Allemands, l'Éthiopie a été à l'avant-garde de la lutte contre les Italiens. Tandis, nous le savons, qu'un certain nombre de pays africains subissaient alors le joug de la colonisation et étaient forcés de combattre aux côtés de leurs colonisateurs. Les Éthiopiens ont choisi leur cause. Ils ont choisi de se battre contre le régime fasciste de Benito Mussolini entre 1935 et 1936 et durant l'occupation. En conséquence, ils ont clairement indiqué qu'il leur incombait de veiller à ce qu'ils aient part aux efforts de décolonisation. Quand la Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945, marquée par la défaite de Benito Mussolini et d'Adolf Hitler, on a pu voir l'Éthiopie émerger en tant que puissance africaine, disposant d'un prestige unique. Ce prestige unique s'appuie sur l'histoire et sur le fait qu'elle a réussi à vaincre une puissance notoirement inamicale à l'égard des intérêts de l'Afrique. Ce prestige a donné à l'empereur Haïlé Sélassié le statut moral qui lui a permis ensuite d'accueillir la première réunion des chefs d'État africains lors de la rencontre de 32 chefs d'État à Addis-Abeba en Éthiopie. Nous écartons un peu du sujet de l'Éthiopie et de l'Italie. Rappelons qu'à cette époque, deux grands leaders, Gamal Abdel Nasser, dirigeant égyptien, et Kwame Nkrumah du Ghana, avaient voulu que cette rencontre ait lieu, l'un au Ghana, à Accra, l'autre au Caire. Mais Haïlé Sélassié les a tous invités à Addis-Abeba. Cette histoire est ce qui fait de l'Éthiopie un pays hors du commun, car il a vaincu les fascistes italiens. Nos conversations sur et autour du continent africain se poursuivront. Nous y reviendrons encore et encore. En attendant de nous retrouver pour continuer cet entretien si important, je vous dis au revoir et à bientôt. Goodbye and see you again.